Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. J'aimerais maintenant qu'on passe à une deuxième partie qui est le campus de la transition que vous avez cofondé, si je ne m'abuse. Alors non, je l'ai pas cofondé, j'en suis membre, mais je l'ai pas cofondé, non. Voilà, donc je voudrais savoir ce que c'est et quel est le lien avec vos études au sein du LEAD. Alors, le campus de la transition, les trois fondateurs sont Cécile Renoir, qui est de formation économiste, Gaël Giraud, qu'un certain nombre de personnes connaissent, qui est lui aussi de formation économiste et pas seulement, et puis Agnès Rochefort, qui est décédée depuis, qui elle était plutôt dans l'édition chez Bayard. Donc la volonté initiale du campus de la transition, c'était d'avoir à la fois un lieu, une méthode, pour pouvoir s'adresser aux étudiantes et aux étudiants, donc la jeune génération, et les accompagner dans la transition écologique. Alors, le fait d'avoir un lieu, c'était absolument central, de façon à ce qu'effectivement on puisse se donner le temps, et c'est ce qu'on réalise avec des formations qui peuvent être plus ou moins longues. Alors, la période de la pandémie n'a pas arrangé les choses, mais on accueille. Donc, ce lieu, il est à Forges, à côté de Montereau, dans un espace de 12 hectares, avec un joli château 18e siècle. Voilà. Et on a développé autour de ça toute une méthodologie que l'on retrouve dans un ouvrage qui s'appelle Le Manuel de la Grande Transition, qui est sorti en librairie aux éditions Les Liens qui libèrent à l'automne dernier. Voilà. Et donc cet ouvrage, il est composé de 6 portes. Alors si on peut prendre le temps de les détailler si vous le souhaitez, qui vont couvrir en fait toutes les disciplines. Alors, il y a eu 75 co-rédactrices et co-rédacteurs pour cet ouvrage. Les 6 portes, on leur a donné des noms grecs pour être un peu générique. La première, c'est oikos, c'est-à-dire la maison commune. Donc, c'est une porte où on va essentiellement décrire le système Terre, les questions de biologie, de biodiversité, et puis aborder aussi les questions sur la question des territoires, qui sont la question des communs, qui sont de savoir est-ce on doit effectivement sanctuariser des espaces et en tout cas rendre ces espaces communs. Le deuxième chapitre est un chapitre qui s'appelle, enfin la deuxième porte plutôt, s'appelle Ethos. Donc là, évidemment, on aborde les questions d'éthique. On peut penser que c'est un chapitre qui ne va concerner que les sciences humaines. C'est pas vrai, puisque les sciences et les technologies sont directement confrontées par ces questions d'éthique. Et évidemment, la question d'éthique qui s'étend aux politiques. Alors le politique, ça c'est une question absolument centrale qui est abordée dans la porte suivante qui s'appelle Nomos. Donc là, il s'agit de nommer, mesurer, décider. Évidemment, décider, c'est le champ du politique, mais mesurer et nommer, c'est l'espace effectivement des experts qui vont effectivement, ça peut être les experts du GIEC, ça peut être d'autres experts, qui vont effectivement amener à la société les résultats de leurs travaux. À partir de là, il est important de voir que les scientifiques ne peuvent pas se réfugier derrière les chiffres en se disant j'ai fait une mesure et cette chose est objective, elle est neutre. Non, c'est pas vrai. À partir du moment où les travaux rentrent dans le champ social, ça devient une grandeur, une construction sociale, et donc la responsabilité de tout le monde et des scientifiques est engagée. Ça, c'est un point important. Ce qui est important aussi, c'est la question des espaces du récit. Alors ça, c'est la porte suivante, s'appelle Logos. La question du récit, elle est absolument centrale pour 2 raisons. La première, c'est que il est important de savoir qui parle et d'où il parle. On voit bien que dans la pandémie, l'un des gros problèmes, c'est une forme de cacophonie sur l'autorité, de savoir qui a autorité pour s'exprimer. Donc il y a une forme de disqualification des experts qui est véritablement regrettable. Donc il est important que celui qui parle, quand il se parle dans un champ disciplinaire dont il est expert, il soit écouté. Par contre, si on est dans le champ social, eh bien, il a beau être spécialiste de quelque chose, il est citoyenne ou citoyen comme un autre et il a le droit à un bulletin de vote, mais pas plus. Donc ces espaces sont très importants. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important dans Nomos, c'est effectivement la construction du récit commun. Et ça, c'est un point qui fait aussi défaut dans nos sociétés. Et on nous propose des récits prêt-à-porter. Donc ça, on trouve ça un peu dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement. Et on nous demande d'adhérer à ces récits.
Or, ces récits prêt-à-porter sont effectivement légitimes dans la bouche de celui qui les énonce, mais c'est peut-être pas effectivement le récit commun. Là-dessus, la Convention citoyenne a été quelque chose de, à mon avis, très intéressant, parce que des citoyennes et des citoyens informés ont pu faire, au travers des 150 propositions, des propositions finalement d'un récit commun. Donc ça, c'est la porte, logos. Il y a une porte qui s'appelle praxis, qui est celle de l'action. Quelles actions peut-on mettre en œuvre? Alors, à la fois l'action pour l'ingénieur, mais aussi l'action pour le politique, l'action pour ceux qui sont dans le domaine des services, dans le domaine du soin. Tous ces espaces-là sont très très importants, évidemment. Et la dernière des portes, c'est la porte dynamis, qui est la porte finalement qui va traiter des reconnexions. Donc j'en ai parlé un petit peu, la reconnexion de l'homme dans ses dimensions biologiques. On est finalement dans nos consommations énergétiques totalement désencastrés de notre réalité biologique, puisqu'on consomme plus d'un ordre de grandeur au-dessus de ce qu'on serait si on était chasseur-cueilleur. Attention, je suis pas du tout en train de dire qu'il faille revenir à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est pas mon propos, mais il n'en demeure pas moins qu'on est quand même très très au-dessus de ça. Et donc cette reconnexion, c'est la reconnexion à notre réalité biologique, donc la reconnexion à notre monde naturel. Et puis les humains sont pas simplement des personnes en chair et en os, mais il y a toute une dimension symbolique qui sont les philosophies, qui sont les spiritualités, et il est important d'écouter au travers des différentes cultures les messages portés par les philosophies et les spiritualités, parce que ça participe aussi, bien entendu, du vivre ensemble, mais aussi de la construction du récit commun avec les espaces qui sont les espaces de la laïcité qui garantissent le bien vivre ensemble pour les différentes cultures. Voilà un parcours assez rapide de ce manuel avec les 6 portes. C'est très très intéressant. Ça a l'air très social aussi dans son approche, pas uniquement tourné sur l'écologie. C'est très intéressant. Et je voulais savoir pourquoi avoir créé une structure à part, une structure loin. Est-ce que c'était pas quelque chose qu'on pouvait implémenter? Vous dites que que le campus de la transition, il est à disposition des étudiants de grande école. Oui. Est-ce que en fait on aurait pu implémenter ce genre de démarche en interne entre guillemets pour éduquer tout le monde d'un coup? Alors, c'est une très bonne remarque. Le manuel que l'on a fait n'est pas du tout un support de cours. C'est un matériau de base. Donc, quand vous voulez bricoler, vous allez chez Leroy Merlin, chez Casto, chez Point P. Je dirais, si vous voulez construire un enseignement à la transition, vous pouvez venir chercher du matériau de base dans ce manuel. Pourquoi je précise ça? Parce que on n'est pas prescripteur au niveau du campus de contenu des cours, pour une raison très simple qui est le respect des enseignantes et des enseignants qui sont, eux, garants de ce qu'ils mettent dans leurs cours. On leur apporte simplement un matériau. Ensuite, le campus est une association, nous ne sommes pas une université ni une école, et il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'universités, chacune a sa politique et chacune a sa trajectoire. On le voit très bien actuellement, où un certain nombre d'écoles et d'universités se mettent en route et construisent des unités d'enseignement ou bien des parcours plus larges à l'échelle même de l'établissement. Donc ça, il y a nécessité de laisser à la fois la pluralité et évidemment une grande liberté à tous les établissements. Je crois que c'est très très important parce que si on faisait tomber une forme de directive depuis le ciel avec une forme d'injonction, on aurait une réponse qui risque d'être assez pauvre, c'est-à-dire on a rempli les cases. Alors là, ce qui est très important pour la transition, c'est vraiment que, et je vais revenir sur ce point-là, à l'échelle des établissements, il y ait un récit commun. Un établissement d'enseignement va décider effectivement d'une trajectoire et ça passera à la fois par les enseignements, ça passera aussi par la restauration. On va commencer à mettre une restauration qui va être en accord avec la transition écologique. Ça passera avec les différents espaces de vie. Donc ça, c'est très très important que chaque établissement, et ils sont tous différents, puisse développer sa propre démarche. Alors ça me fait penser à ce que vous dites dans un article sur la thermodynamique que vous m'avez envoyé en devoir préalable. Avant qu'on discute sur la multiplication des systèmes de production plus petits et locaux. Est-ce que c'est ça du coup qu'on vise avec ce genre de campus? Alors oui, si on veut, effectivement, je vais venir sur ce point. Il y a dans la réflexion sur la transition, effectivement, ce qu'on appelle les cycles courts, et je crois que ça c'est très important. C'est un petit peu idiot d'avoir des tomates qui font 4000 kilomètres, on est bien d'accord. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des choses qui se font à des petites échelles, donc ça peut être l'échelle d'un établissement,
Mais il faut pas non plus être dogmatique là-dessus et de vouloir le cycle court et le petit pour toutes les situations. Je m'explique. En ce qui concerne le recyclage, par exemple, qui est en mesure, si on prend par exemple du gros électroménager, qui est en mesure effectivement d'avoir une chaîne de recyclage performante, c'est-à-dire économiquement viable? Ben, c'est celui qui va produire en masse, et c'est nécessaire. Donc à ce moment-là, il a lui la capacité d'avoir toute une partie de recyclage qui soit économiquement viable, parce qu'il y aura effectivement un flux de systèmes à recycler relativement conséquent. Et donc il y a parfois des échelles que l'on doit conserver à des tailles raisonnables pour qu'elles soient tout simplement économiquement viables. Par contre, il y en a d'autres où effectivement, en particulier l'alimentation, où un certain nombre de cycles courts fonctionnent très très bien, et au contraire, la gabegie se fait sur des transports totalement déraisonnables. Donc, il ne faut pas être dogmatique sur le fait qu'il faut systématiquement faire cycle court. Je crois que le raisonnement doit aussi s'appliquer sur ce qu'on appelle les low-tech, qui sont, alors le terme français, low-tech, c'est-à-dire penser des technologies qui sont plutôt des technologies simples. Alors, on leur a, du coup, parce que ce sont des technologies simples, on se dit, elles vont être résilientes, elles vont être durables, elles vont avoir toutes les vertus. Non, pas nécessairement. Il faut faire attention à ce qu'elles aient aussi les vertus qu'on souhaite, de caractère de durabilité et de recyclage. Il y a des choses qui ne seront jamais des low-tech. Et ça, faut l'accepter. À commencer par l'électronique. Un téléphone portable contient aujourd'hui plus d'1 milliard de transistors. On ne fera jamais ces technologies de manière low-tech, c'est pas vrai. Donc il faut accepter de se dire, il y a des espaces où la technologie restera nécessairement high-tech, sans vouloir l'opposer au low-tech. Donc on peut pas être dogmatique sur ces choses-là. Et j'invite justement, et c'est ce que je fais quand on en parle avec des collègues, à effectivement poser sur la table et regarder les choses cas par cas. Oui, alors après sur la partie les gros sont capables d'avoir une capacité économique, par exemple sur l'exemple du recyclage. J'ai l'impression que du point de vue particulier, souvent c'est surtout que le circuit court est le plus accessible et que on a souvent l'impression qu'en fait c'est inatteignable d'aller, si on veut recycler sa machine à laver, c'est inatteignable d'aller réussir à mettre sa machine à laver dans le circuit qui fait qu'elle va être récupérée derrière par cette machine économiquement viable. Oui, enfin si vous regardez, alors c'est pas ce que pratiquent le plus les gens d'Île-de-France et de Paris, mais quoique une déchetterie bien faite, c'est un espace où vous allez effectivement pouvoir mettre votre électroménager, et a priori cet électroménager va être désossé pour être correctement recyclé. Donc déjà les filières de recyclage qui existent, alors les pays latins sont moins bons que les pays du Nord, on est d'accord, mais les filières de recyclage qui existent, si on fait en sorte qu'elles fonctionnent correctement, c'est déjà loin d'être négligeable. Aujourd'hui, les étudiants reprochent beaucoup à leur école, à leurs universités, de pas couvrir suffisamment le sujet de la transition économique et sociale et écologique dans leurs cours, que ça en fait pas suffisamment partie. Est-ce que du coup le campus de la transition, c'est un modèle qui est voué à être répliqué ou bien en complément de ces écoles, de ces éducations? Alors, je dirais qu'en termes de lieu de vie, ça peut être répliqué. Il y a déjà effectivement aujourd'hui, et on travaille avec quelques autres sites qui se développent. Et puis il y en a eu qui existaient avant le campus, bien entendu. Ça, c'est un point. Votre remarque, c'était sur le fait que ce soit répliqué. Ouais, est-ce que du coup ce modèle il est voué à être répliqué, ou bien est-ce que c'est uniquement un complément? Est-ce qu'on peut éventuellement, une fois qu'il aura été validé, puisque vous êtes en phase Oui. en phase de test, est-ce que potentiellement on peut ouvrir des universités type campus de la transition? Alors, même s'il n'y a pas forcément ce campus sur lequel on vit, au moins dans les méthodes d'enseignement? Je crois qu'aujourd'hui, créer une nouvelle université, c'est quelque chose qui serait assez difficile. Par contre, qu'une structure comme le campus participe, et on le fait déjà avec certains établissements, participe de la construction des programmes et participe de l'animation des programmes, et que finalement il y ait une forme de labellisation
reconnu par l'établissement et que tel établissement crée par exemple un cursus de licence ou un cursus de master en partenariat avec le campus. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables et c'est des choses qu'on est en train de faire. Maintenant, il y a un point pour revenir à la critique, à la remarque que vous faisiez sur la critique que font les étudiantes et les étudiants sur en quelque sorte l'indigence des contenus ou le manque de contenu sur ces questions-là. Je crois qu'il y a un mouvement qui quand même, il y a un avant et un après le manifeste des étudiantes et des étudiants de 2018, où il y a quand même 30 000 signatures. Donc il y a eu la suite de ça. Le campus, le manuel que l'on a fait est aussi à la suite de ça. Il y a des mouvements chez d'autres partenaires comme le Shift Project par exemple. Ce qui est très intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir avec des établissements, écoles d'ingénieurs ou universités, c'est l'inquiétude des collègues qui disent mais comment est-ce que je vais, moi, dans mon cours, modifier mon cours pour introduire les questions de transition écologique, qui sont par définition interdisciplinaires et pour lequel, finalement, les questions que je vais aborder, n'importe quelle étudiante ou quel étudiant, en allant sur Google, peut en apprendre plus que ce que je vais, moi, lui apprendre. Donc, il y a une forme de crainte, pour pas dire de sidération. La réponse qu'on peut donner à ça, c'est la suivante. D'abord, la question de la transition écologique est interdisciplinaire par essence. Or, l'interdisciplinarité, c'est pas de transformer des gens en généralistes. Ça serait la très mauvaise idée. L'interdisciplinarité, c'est que des personnes qui sont experts dans une discipline soient à ce point solides et experts dans leur discipline qu'ils puissent entrer en dialogue avec les autres disciplines. Donc, ce qui nécessite d'être vraiment très, très bien ancré. Donc l'interdisciplinarité passe par le fait que les gens soient disciplinairement très bien formés. Ce qui veut dire que dans les enseignements doivent rester disciplinaires surtout et ne pas commencer à se disperser comme on en voit déjà, mais que les gens qui apprennent de l'électronique continuent à apprendre de l'électronique ou de la mécanique ou de la biologie de manière très solide, de manière disciplinaire. Et par contre, le conseil que je propose aux collègues, c'est de dire le cours que vous avez, vous pouvez le revisiter en vous posant 3 questions. La discipline que j'enseigne, quelle est sa relation par rapport à la question de l'énergie? Quelle est sa relation par rapport à la question de la matière? Et quelle est sa relation par rapport à la question de l'histoire? D'où vient cette discipline? Comment est-ce qu'elle s'est construite? Et il est très intéressant, dès qu'on prend ce filtre à 3 entrées, énergie, matière et histoire, vous pouvez considérer n'importe quelle discipline et vous la passez à ce crible-là. Et voyez qu'à ce moment-là, vous avez un regard qui est légèrement de côté. Un cours qui doit durer 24 heures, vous allez peut-être prélever sur ce cours quelques petites heures sur lesquelles vous allez rajouter un regard par le versant énergétique, un regard par le versant matière et un regard par le versant historique. Et ça, c'est déjà un complément qui est déjà très, très important. Ensuite, il faut que dans les enseignements, et là, je pense par exemple en sciences et technologies, il faut qu'il y ait des enseignements complémentaires faits par des gens qui sont experts, qui seront des enseignements sur des questions d'épistémologie, en particulier, des questions sur aussi évidemment quelques questions philosophiques, la place des techniques, questions d'histoire des techniques. Donc ça, je parle, je dirais, sur les lacunes qui peuvent exister dans les formations en sciences et technologies. Et dans les disciplines des sciences humaines, eh bien, c'est le fait que effectivement, il y a un minimum de lois de physique avec lesquelles on peut pas discuter et que qu'est-ce qu'un principe en physique, qu'est-ce qu'un axiome en mathématiques, sont des définitions qui sont importantes pour savoir que il y a des limites qu'on peut pas franchir dans le débat et que un principe, n'en déplaise à certains, c'est pas une posture, par exemple. Voilà. C'est très clair. Merci du coup pour ces conseils pour les professeurs. Je mettrai du coup des informations dans la description sur le campus de la transition. Vous pouvez aller tout de suite regarder campus-transition.org. C'est super intéressant ce qui se passe sur ce site. Est-ce que pour clôturer, vous avez un conseil à donner pour entériner une transition écologique à titre personnel pour les étudiants ou pour n'importe qui d'autre? Je reprendrai le point que j'ai cité, qui est la question de la construction du récit commun. Parmi les récits, les grands récits, j'aime bien les récits qui sont des épopées. Et il y en a une qui me touche beaucoup, c'est celle de Shackleton, au tout début dans les années 1915, qui descend en Antarctique avec un bateau en bois. Ils sont 23 sur le bateau. Il leur a dit, vous serez pas beaucoup payés, on n'est pas sûr de revenir. Si on revient, ce sera la gloire. Bon, voilà.
ils partent, le bateau est broyé dans les glaces et ils vont dériver sur des bouts de banquise pendant 2 ans et ils reviennent à 23. Ils sont partis à 23, ils reviennent à 23. Shackleton en tire un certain nombre de leçons. Moi, la leçon que je retire, c'est que sur le bateau, il y avait un charpentier de marine. 2 ans plus tard, sur l'île aux éléphants où ils atterrissent, il a encore sa caisse d'outils de charpentier de marine. Tout au long du récit, tout au long de la traversée, il est charpentier de marine. Il est dans sa discipline, il la connaît, il la maîtrise, il est expert et c'est là qu'il est utile. Le photographe, la même chose. Le photographe a une plaque photo qui reste disponible pour que 2 ans après, il y ait une photo lorsqu'ils partent de l'île aux éléphants. Et je crois que ça, c'est un élément qui est très important pour nous. On a besoin d'avoir des personnes qui sont formées avec des niveaux d'expertise et des disciplines particulières et que chacun fasse son métier et soit en dialogue avec les autres. Pour moi, c'est une chose indispensable que malheureusement la pandémie a mis à mal avec cette forme de disqualification des expertises des uns et des autres qui est assez regrettable. Donc mon appel, ça serait plutôt un appel effectivement à se recentrer là-dessus. Merci beaucoup. Je connaissais pas du tout d'ailleurs la référence, mais j'irai regarder. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.